Richard Garneau a donné de l'élégance au journalisme sportif. Les Jeux olympiques n'ont plus de secret pour lui et tous les grands athlètes du monde ont défilé devant son micro. Et Richard Garneau, qui a le culte de la langue française bien parlée, aime aussi l'écriture. Ses ouvrages, dont les 2 tomes de son autobiographie, ont connu un vrai succès populaire. Richard Garneau, au début de votre carrière, c'était pas évident que vous alliez devenir journaliste sportif. Enfin, vous avez touché à tout. Ben, j'ai touché à tout parce qu'à l'époque où je suis entré à Radio-Canada, nous étions tous des généralistes, donc on faisait de tout. Un soir, je pouvais faire le téléjournal, le lendemain, faire une émission à la chaîne, en fait, la chaîne culturelle n'existait pas, mais faire une émission de grande musique. Le surlendemain, présenter le ciné-club. Donc, oui, de tout, ce qui était extraordinaire, finalement. Mais votre intérêt, vous vouliez faire du théâtre à un moment donné, quand vous étiez plus jeune? Oui, mais enfin, ça, j'ai eu cette velléité quand j'étais toujours à Québec à l'époque. Je me suis inscrit au Conservatoire Francis Saint-Val et j'ai fait 1 an de théâtre. Mais à un moment donné, il a fallu que je gagne ma vie. Alors, je savais que je voulais faire ce métier-là, radio, la télévision, j'y pensais pas tellement à ce moment-là, parce qu'elle n'était pas encore évidente, à Québec en tout cas. Et de fil en aiguille, ben, j'en suis arrivé à faire d'abord de la radio, pas longtemps, parce que j'ai été 6 mois à CHRC à Québec, mais ensuite la télévision a commencé. Et j'ai commencé avec la télévision, donc le théâtre n'aura duré qu'1 an. Mais est-ce que le sport vous intéressait quand vous étiez jeune homme? Le sport m'a toujours intéressé. C'est drôle parce que parallèlement, j'étais intéressé, oui, au sport, mais j'étais aussi intéressé à tout ce qui était tout le côté culturel aussi. Je lisais beaucoup. La maison chez moi, la maison de mes parents était tapissée de livres, donc très jeune, j'ai appris à lire, surtout les livres à l'index, parce qu'il y avait l'abbé Bethléem à l'époque, qui était un peu le barème. Mais j'ai tout lu Zola, j'ai tout lu Balzac, la comédie humaine, presque au complet. Très jeune, je l'ai fait Alexandre Dumas, enfin les auteurs Zola. Est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous avez choisi le sport, de vous mettre un peu à l'écart de la vie intellectuelle ou parce que c'était pas perçu. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Quand on était sportif, en général, on n'aimait pas lire, on ne savait pas lire, on ne s'exprimait pas dans la langue dans laquelle vous vous exprimez. Je veux dire, il y avait toutes sortes c'était plus stéréotypé et plus compartimenté. Oui, on disait à l'époque que c'était la lie du journalisme, le sport. Et d'ailleurs, quand j'ai choisi de faire du sport, ça c'était au début des années 60, parce que là j'ai vu des perspectives absolument inouïes de me promener à travers le monde, de couvrir tous les grands événements. Mais René Le Cavalier, qui était mon modèle, m'avait dit, tu vas voir, il dit à Radio-Canada, si tu fais du sport, tu vas rentrer par la porte de la cuisine. Tu sais? Donc à ce moment-là, non, c'était pas évident, ça revient un peu à ce que vous dites. On n'a jamais considéré que le sport, surtout pas dans ces années-là, faisait partie de la culture quand même d'un peuple. C'était évident à peu près sur tous les autres continents, sauf sur le continent nord-américain. Et ça a changé par la suite, quand même. Ah oui, ça a changé par la suite, parce que, bon, Le Cavalier a été le premier à donner ses lettres de noblesse au sport, et il a été un exemple pour moi et pour beaucoup d'autres qui ont suivi également. Et à partir de ce moment-là, écoutez, soit dit sans prétention, moi, une des plus belles récompenses que j'ai reçues dans ma carrière, c'est le prix du mérite du français, section culture. Parce qu'enfin, on reconnaissait que le sport faisait partie de la culture. C'est difficile à faire comprendre à certaines personnes, parce que si vous étiez contre le sport, pour certaines personnes, c'était une façon de s'intellectualiser. Moi, j'aime pas le sport. Oui, moi, absolument, c'était comme ça, oui. Oui, alors ça, je pense, c'est sûr que cette mentalité-là a changé, c'est bien évident. Oui, vous dites, c'est parce que je voulais voir le monde, mais vous auriez pu choisir le journalisme politique et puis faire de la politique internationale. Mais la politique vous a jamais intéressé professionnellement? Professionnellement, non. La politique m'a toujours intéressé, mais j'ai choisi le sport écoutez, il y a 3 raisons. La première, c'est parce que j'aimais ça, c'était évident. La deuxième, c'est parce que je voyais des perspectives mais immédiates de faire le tour du monde, parce que c'est à partir du début des années 60 que Radio-Canada a commencé à couvrir tous les grands événements. Je parle des Jeux olympiques, des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains, enfin, nommer tous les Jeux possibles et impossibles, les grands tournois de tennis. Radio-Canada avait le monopole du sport à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est avéré aussi par la suite. Et la troisième raison, c'est dans un but un peu vénal, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 60, on utilisait surtout des annonceurs pour faire la publicité. Et comme le sport vous donnait beaucoup de visibilité, eh bien, ça pouvait arrondir vos fins de mois. Et c'était le cas, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le sport pour vous? Pour moi, le sport, je vais vous donner une réponse quand même très simple. C'est l'être humain qui se transcende.
on peut se transcender dans bien des domaines, mais dans le sport, c'est tout de suite évident. Si vous avez une course de 100 mètres, une course de 1500 mètres, le vainqueur, aux Jeux olympiques, je parle, est nettement le meilleur au monde. Tout de suite, c'est le numéro 1 dans le monde. Et ça se fait en l'espace, écoutez, sur un 100 mètres, ça se fait en l'espace de 9 secondes et 78 centièmes. Parce que je vous donne, ça, c'est le record du monde. Oui. Alors donc, c'est tout de suite... Donc, c'est le dépassement que vous c'est le dépassement, c'est sûr, c'est évident. C'est le dépassement. Évidemment, le sport a beaucoup évolué, beaucoup changé. C'est beaucoup organisé, et en ce sens-là, vous êtes un homme déçu quand même de voir ce qui est arrivé. Écoutez, je reviens encore à René Le Cavalier qui n'a jamais donné beaucoup de conseils dans sa vie. Il m'en avait donné un. Il dit, ne perds jamais ta faculté de t'émerveiller. Remarquez que ça n'a pas été facile au cours des ans, avec toutes les vicissitudes qui ont marqué le sport en général, avec tous les abus dans tous les domaines, abus à cause de l'argent, à cause du fric, bien évidemment. Avec la drogue, les stéroïdes, les anabolisants, enfin, Coubertin a dû se retourner dans sa tombe plusieurs fois depuis quelques années, disons, depuis... Ça commençait à être évident, disons, vers les années 70, là, au début des années 70. Et là, vous en avez, tout de suite, vous étiez dans ce milieu-là, vous saviez que ça se passait comme ça. Je savais que ça se passait comme ça, mais à un moment donné, je suis devenu quand même assez cynique. Je me suis dit, dans une finale de 100 mètres, les 8 finalistes en ont tous pris. Donc, c'est encore le plus rapide et c'est encore le meilleur qui gagne. Alors, j'ai cette espèce de cynisme-là. Et finalement, moi, l'histoire, parce que bon, on va revenir à l'histoire de Ben Johnson, parce que c'est un peu ça qui a tout déclenché ici au pays. Ben Johnson, dans mon esprit, à moi, est encore l'athlète le plus rapide au monde. Donc, vous ne lui avez pas enlevé votre admiration? Non. Je n'ai pas enlevé mon admiration. Il a fallu que je me batte un peu pour ne pas perdre cette espèce d'émerveillement dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas, aussi bien abandonner, aussi bien laisser tomber. Parce qu'on va parler uniquement de ça. On va dire, hey, tel athlète, le gagnant, bon, il a sûrement pris des stéroïdes, il a sûrement pris des anabolisants, c'est sûrement un drogué, un dopé. J'aurais pas pu continuer avec cette mentalité-là. Donc, je suis obligé de faire abstraction de tout ça et de devenir, comme je vous l'ai dit, cynique et de me dire, c'est encore le plus rapide qui gagne. Évidemment, on peut parler d'intérêt, vous protégez vos propres intérêts. Vous auriez été obligé de changer de métier à ce moment-là. J'aurais probablement été obligé de changer de métier ou à l'intérieur du même métier de faire autre chose. Ce que je veux dire, c'est ça, oui. Mais ça, remarquez que, bon, parallèlement, j'ai quand même fait d'autres choses que le sport. Oui. J'ai passé toute une saison à la chaîne culturelle à présenter des émissions de grande musique classique. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup plus tard, c'était il y a un an. Effectivement, c'était l'année dernière. Oui, c'est ça, oui, beaucoup plus tard. Donc, 32 ans plus tard, quoi. Mais une autre très grande déception, et celle-là, je pense que celle-là, vous l'avez assumée, c'est par rapport au hockey, quand même. Et ce que représente le hockey dans notre société? Le hockey, pour moi, évidemment, là, vous parlez des deux sports qui ont marqué toute ma carrière. Vous parlez des Jeux olympiques et de l'athlétisme à l'intérieur des Jeux olympiques et du hockey. J'ai fait 27 ans de hockey, dont 23 à la soirée du hockey, 4 ans au hockey TVA. C'est sûr que ça a été extrêmement important pour moi, et ça a été au cours des ans, parce que j'ai vu le spectacle se détériorer au cours des années, et ça, j'ai trouvé ça très pénible. Et je me suis dit, les dernières années, ça fait quand même un petit moment là, que je ne fais plus de hockey, mais les dernières années, je me disais, bon, je perdais vraiment cette faculté dont je parlais tout à l'heure, et je perdais aussi mon enthousiasme. Et je me suis rendu compte que je devenais un peu ennuyant dans mes descriptions et tout ça, de ce que je me suis dit, bon, je me suis enregistré, puis j'ai essayé quand même de mettre un peu de tête. Mais je pense que le cœur n'y était plus tellement. Et de sorte que quand j'ai arrêté de faire le hockey, je me suis un peu désintéressé, graduellement désintéressé. Là, j'ai recommencé à prendre de l'intérêt. Aux Jeux olympiques, par exemple, là, le spectacle est vraiment excellent, le spectacle est vraiment très bon. Je m'y intéresse encore, d'une certaine façon, parce qu'écoutez, on passe pas sa vie là-dedans, puis du jour au lendemain, s'en détacher complètement, ça c'est sûr. Mais revenons au hockey, qui était un des traits qui définissait, au fond, la culture ici. Surtout avec tous ces dieux ces dieux pour nous, n'est-ce pas, qui ont été des héros plus que dans bien d'autres domaines. On a aussi perdu, je veux dire, on a perdu une partie de notre identité quand on a lâché le hockey, ou que le hockey a lâché les gens, quoi. Je pense que les gens s'y intéressent encore. Moi, je suis peut-être, moi, un peu moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que les gens continuent à s'intéresser parce que c'est quand même... Mais ça n'a plus c'est plus mythique, quoi.
Ça n'a plus... Ben, c'est sûr, parce que, bon, des Maurice Richard, maintenant, puis, pour employer une belle expression, il y a le CH étampé sur le ventre ou sur le corps. Je pense que ça n'existe plus, parce que ce qui compte maintenant, c'est le fric. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs. S'il peut aller faire 2 millions à Tampa Bay ou à Anaheim, il va plutôt aller faire 2 millions de plus là-bas que de rester ici à Montréal. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'on ne fera plus de grands... Ben, enfin, il n'y aura plus cette espèce d'attachement. Comme vous. D'ailleurs, si vous regardez le club de hockey canadien maintenant, ben, il y a des Russes, il y a des Suédois, il y a des... Enfin, il y a un peu de tout. Il y a des Tchèques, il y a des Slovaques. C'est plus du tout le même contexte qu'à l'époque de Maurice Richard ou même à l'époque de Jean Béliveau. Ça ne nous appartient plus. Ou de Guy Lafleur même. C'est ça, c'est universel. C'est universel et c'est une question de fric. Comme l'olympisme est devenu une énorme industrie. C'est une industrie qui est milliardaire maintenant. Mais tout ça, vous savez par qui ça a été créé, hein? Tout ça, là, toute cette surenchère par les chaînes de télévision américaines qui se sont battues à coups de millions, pour ne pas dire à coups de milliards, pour aller chercher des droits de télévision. Le problème, il est là, au départ, à l'origine. Richard Garneau, quels ont été les modèles, vos modèles quand vous étiez très jeune? Quand j'étais très jeune, vous voulez dire en général ou dans le monde, dans ce beau monde de la radio, de télévision, du spectacle? Non, je veux dire, avant ça, vous avez eu des gens que vous avez admirés et qui vous ont influencé. C'est sûr, c'est sûr. Il est évident, en littérature, je vous ai nommé un tas d'auteurs tout à l'heure, ce sont tous des gens qui m'ont influencé. Ici, il y a des personnages comme, écoutez, je ne vais pas être très original quand je vais vous le dire, mais des personnages comme Félix Leclerc, c'est de ma génération, enfin, disons presque de ma génération. René Le Cavalier, je vous en ai parlé, ce sont des gens qui m'ont influencé. René Lévesque est quelqu'un qui m'a influencé, non seulement comme politicien, mais aussi comme homme de télévision et comme communicateur. Il y en a des tas, il y a des athlètes aussi, parce qu'une des grandes frustrations de ma vie, c'est de ne pas avoir participé moi-même aux Jeux olympiques comme coureur de demi-fond. Donc, Émile Zatopek est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, c'est un des plus grands de l'histoire. Est-ce que vous vous définissez comme un athlète frustré? Ah non, pas du tout. Je suis pas frustré. C'est pas une frustration, mais disons que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Il y a ça. Et quand on me pose cette question-là, il y a toujours deux choses que je réponds toujours deux choses. De ne pas avoir été athlète olympique, c'est-à-dire coureur de demi-fond, et de ne pas avoir été cinéaste, c'est-à-dire réalisateur, parce que le cinéma m'a toujours intéressé. Alors donc, si vous me parlez de personnes qui m'ont influencé, ben, il y a un tas de cinéastes qui m'ont influencé, à commencer par les plus grands, Orson Welles avec son Citizen Kane, je peux parler de plusieurs réalisateurs de la Nouvelle Vague en France, il y a des tas de gens. Dans l'univers dans lequel vous avez circulé, qui est l'univers sportif, vous ne deviez pas pouvoir échanger beaucoup sur vos lectures. C'est-à-dire avec certains de mes collègues à Radio-Canada, oui. Mais en dehors de cela? En dehors, avec des joueurs de hockey, par exemple, pour prendre cet exemple-là, il y en a un en particulier, oui, qui était vraiment un intellectuel, qui est un bonhomme qui a fait son cours de droit, qui a été écrivain également, Ken Dryden, qui a été un bonhomme pour qui j'ai eu énormément d'admiration, non seulement en tant qu'athlète, mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme aussi. Ça, c'en est un. Mais écoutez, il était unique, oui. Il était à peu près l'exception. Comment il se fait en général, les sportifs ne s'intéressent pas beaucoup au monde des idées? C'est pas contradictoire, tout de même. Mais ça dépend des sports. Là, vous parlez quand même du hockey, parce que là, vous avez des gens qui, bon, si on pense ici au Québec... Je parle des sportifs professionnels. Là. Écoutez, chez les Européens, il y a beaucoup de j'allais dire d'intellectuels, peut-être pas, mais beaucoup de gens qui s'intéressent à la lecture et autre chose. Qui s'intéressent à la culture. Pour ne vous citer qu'un exemple, c'était un des plus grands gardiens de l'histoire. Dominique Hachek, c'était un bonhomme qui était professeur d'histoire. En plus, ça, les gens ne le savent pas. C'est un historien, Dominique Hachek. Alors, il y en a de plus en plus. Il y a quand même eu une évolution. Il y a quand même eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Les joueurs s'expriment un peu mieux maintenant. Je dirais même pas mal mieux, parce que si on écoute des entrevues qui ont été réalisées dans les années 50 et qu'on en écoute aujourd'hui, vous voyez que les joueurs sont beaucoup plus articulés maintenant et font un effort, certains d'entre eux en tout cas, pour parler un meilleur français. Justement, vous abordez cette question. C'est à la maison que vous avez appris, qu'on vous a communiqué ce culte de la langue bien parlée. Oui, c'est dans ma famille, au départ, oui.
Et à l'école aussi, jusqu'à un certain point, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, si vous parlez bien votre français, on vous faisait passer pour... Oui, un fifi qu'on disait pour les garçons. Est-ce que vous tapette, avez fait traiter de on fifi, disait vous? tapette et fifi. Parce que, oui, parce que je gagnais toujours les prix de diction à Ah! l'école, à la petite école. Je gagnais toujours les prix de diction, donc, mais écoutez, je savais me défendre quand même. Oui. Et ça, Parallèlement, je faisais du sport, donc ça compensait pour ce côté... comme les deux. Mais ce sont des expressions qu'on utilisait à l'époque. Oui. Tu sais. Hey, tu parles d'un tapette, Oui. une tapette. Oui. Autrement dit, on ne peut pas être un homme si on s'exprime bien. Oui. À l'époque. Ça disait ça. Encore maintenant un peu quand même, ça continue. Peut-être. Mais vous savez, ça a pris quand même un bout de temps. J'écoute des choses que j'ai faites à la fin des années 50, début des années 60. C'était pas encore assumé, la langue. Hein. On parlait un peu, moi en tout cas, je m'écoute, et puis je trouve ça épouvantable parce que je parlais un peu à la française. Je me forçais un peu pour parler à la française. Et souvent, ça donnait... Ben, écoutez, regardez le cinéma des années 40, le fameux cinéma des années 40-50 au Québec, et vous voyez un tas de comédiens québécois qui essaient de parler à la française. Ça donne un résultat absolument hybride. Mais c'était un peu ça. Mais ça s'est fait au cours des ans, parce qu'à Radio-Canada, il faut dire qu'on avait quand même des gens qui nous écoutaient, et on avait des annonceurs conseils. Et qui nous corrigeaient. Et qui nous corrigeaient. Moi, quand je suis rentré, c'était Émilie Couture, mais il y en a eu d'autres il y a eu Jean-Marie Laurence, il y a eu Dubuc, il y a eu un tas de monde. Ça existe encore. Il y a eu Camille Chouinard. Il y en a beaucoup. Donc, je pense, mais c'est probablement le seul diffuseur où il y a des gens il y a une police de la langue française. Oui. Est-ce que ça vous choque quand vous entendez parler la langue que l'on parle dans les médias? À certains moments, oui, mais je dis plus un mot parce que... Pourquoi? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on est allé chercher des athlètes en fin de carrière, on est allé chercher des anciens entraîneurs, des anciens joueurs et tout ça, et on en a fait des communicateurs, on en a fait des analystes et tout ça. Alors donc, ils n'étaient pas prêts du jour au lendemain à le faire. Mais moi, écoutez, j'ai travaillé pendant des années avec un bonhomme comme Gilles Tremblay. Puis la première année, je me suis dit, il ne fera pas 2 mois et tout ça. Mais il a tellement fait d'efforts, il a tellement travaillé fort, il a tellement demandé de conseils que finalement, il est devenu quand même un bonhomme qui s'exprimait très bien. Parce qu'un bon analyste, ça prend les mots pour le dire, même si il comprend. Si on n'a pas le vocabulaire, on ne peut pas transmettre. C'est extrêmement rare, donc, de trouver un bon analyste, comme vous dites. Mais là, vous pensez surtout en termes de hockey, parce qu'il y a quand même d'autres sports. Je pense au tennis en particulier, où j'ai travaillé très longtemps avec un bonhomme comme François Godbout, bon, qui est juge maintenant. Enfin, il est avocat, oui. Oui, mais puis dans le ski alpin, puis enfin, écoutez, tout dépend du sport. Oui, d'accord. Parce que dans le hockey, malheureusement, souvent, on laisse tomber, on arrête très jeune d'aller à l'école. C'est un peu le problème. Alors que vous avez beaucoup d'universitaires qui font carrière aussi dans d'autres sports. Oui. Mais pourquoi arrête-t-on si jeune? Pour l'argent? Évidemment. Évidemment, c'est sûr. Hein. Ce sont des gens qui viennent souvent de milieux extrêmement modestes et qui ont du talent, et qui ont un talent pour le hockey. Alors donc, ils veulent faire carrière et ils abandonnent les études très jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui sont meilleurs que les autres? Celui qui court plus vite qu'un autre, celui qui donne un coup de pédale plus vite que l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? À talent égal, je pense que tout se passe là-dedans, tout se passe dans la tête, c'est là. C'est probablement, vous savez, c'est probablement le plus, comment dirais-je, le plus, oui, peut-être le plus instinctif d'une certaine façon. Écoutez, dans le domaine du ski, on joue au centième de seconde, dans une descente de ski. Et souvent, entre le premier et le 15e, il n'y a même pas une seconde. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes qui finissent par gagner. Alors, qu'est-ce que comment expliquer? Je pense que c'est un désir de vaincre qui est plus puissant, c'est peut-être inconscient, mais plus puissant pour un que pour d'autres, tout simplement. C'est difficile à expliquer, ça. C'est difficile à expliquer. Mais c'est fascinant, quand même. Parce que, oui, en athlétisme, je vous parlais tout à l'heure du 100 mètres, ça se joue au centième de seconde, là aussi. Entre le 9,78 et le 9,82, il peut y avoir 3 rangs de différence ou 4 rangs de différence. Et pourtant, c'est 4 centièmes de seconde. 4 centièmes de seconde, c'est même pas ça. Oui, je sais. Et comme vous dites, c'est toujours les mêmes qui sont au début. Qui dominent pendant un certain temps. Toujours les mêmes. Alors, je pense que c'est une question de force de caractère, c'est une question d'instinct, c'est une question à la ligne de départ, d'abord, de réagir, c'est une question de réaction. C'est action, réaction, c'est la réaction qui est plus rapide chez certains, qui ont plus l'instinct, qui entendent, même avant que ça se fasse, le coup de pistolet. Oui. Et quand on leur parle, parce que vous les avez rencontrés, la plupart d'entre eux, on le sent, ça? Cette force-là? Oui. Oh, oui, c'est évident. C'est évident. C'est évident, ça se transmet.
Alors, entre un athlète un peu plus dilettante et un athlète qui veut gagner à tout prix, qui a la hargne, et c'est ça aussi, la hargne. La rage, en fait. C'est ça, l'instinct du tueur qu'on dit, Oui. dont on parle souvent. Oui. C'est là qu'il y a la différence, c'est sûr. Charles Garneau, on peut dire que quand vous avez pris votre retraite, c'était une retraite technique de Radio-Canada, mais que vous avez continué de travailler. Exactement. D'ailleurs, ce n'était pas une vraie retraite. C'est une retraite, oui, de Radio-Canada, où j'avais passé 33 ans comme permanent. Oui. Mais j'ai quitté Radio-Canada pour aller ailleurs parce qu'on m'offrait... enfin, je ne pouvais pas refuser les offres qu'on me faisait. Il faut dire qu'à ce moment-là, Radio-Canada venait de perdre les droits des Jeux olympiques de 1992 et de 1994. Alors, c'est TVA qui les avait obtenus, et comme ils n'avaient aucune expertise, surtout pour les Jeux d'été, ben, ils sont venus chercher Serge Arsenault et moi, et puis... Puis en plus, il faut dire que vous n'avez jamais le sentiment de travailler. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et même à mon âge, je continue à aimer mon métier, je continue à le faire avec énormément de plaisir, oui, c'est sûr. Vous dites que le plaisir est toujours présent. Oui, parce que maintenant, comme je suis un peu pigiste, je ne fais que ce qui m'intéresse et que ce qui m'aime. Même si à certains moments, je me suis lancé des défis que j'ai regrettés un peu, mais enfin, je ne fais que ce que j'aime. Et on m'offre, finalement, les gens me connaissent, ils m'offrent que ce que j'aime. Moi, j'ai surtout, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ma carrière, qui s'en est occupé à partir du moment où j'ai quitté Radio-Canada, c'est Serge Arsenault, où je travaille finalement pour sa compagnie de production, c'est-à-dire Sergi Vidéo, et puis Serge me connaît tellement bien qu'il ne m'offrira pas quelque chose qui ne m'intéresse pas. Vous avez écrit aussi, et quand on a lu le premier tome, donc votre premier livre publié, on a découvert un Richard Garneau très drôle. Et c'est très difficile d'écrire et d'être drôle dans l'écriture. C'était formidable. Ouais, ça vous a pris du temps avant de publier. On peut se dire, mon Dieu, c'est dommage, vous auriez pu publier avant. C'est ce que je me suis dit, allez, quand je prendrai vraiment ma retraite, j'écrirai. Mais quand j'ai quitté Radio-Canada, je me suis retrouvé quand même avec un peu plus de temps. Alors j'ai dit, bon, pourquoi attendre la retraite totale, la retraite complète, je vais commencer tout de suite. Alors j'ai écrit cette autobiographie et je me suis dit... Vous pratiquez l'autodérision d'une façon formidable. Oui, parce que pour moi, une autobiographie, c'est un exercice très prétentieux. Alors je me suis dit, il ne faut pas que je me prenne au sérieux, puis il faut pas il faut que je fasse rire mes auditeurs par l'autodérision. Mes lecteurs, par l'autodérision. Et effectivement, les réactions que j'ai eues, c'est que les gens m'ont dit que je les avais bien fait rire, alors donc j'avais atteint mon but à ce moment-là. Et vous avez écrit par la suite, vous avez maintenant 5 ouvrages. Oui. Ben, oui, et là, ça a changé totalement. Le deuxième, c'était de l'humour noir. D'ailleurs, je me suis fait reprocher, puis je me suis fait descendre par la critique. Comment vous avez vécu ça? C'était extrêmement cynique. Oui. Bon, c'est jamais agréable de se faire descendre par la critique. Parce que vous, dans votre vie, on ne peut pas dire que la critique vous a épinglé souvent dans votre métier. Jamais, au contraire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très privilégié de ce côté-là, d'autant plus que mon premier bouquin a été très bien accueilli. Le deuxième, et quand on en écrit un, le premier, qui est bien accueilli, on se dit, bon, le deuxième, ça va aller tout seul, mais pas du tout. Le deuxième, d'abord, ça s'est beaucoup moins bien vendu, et puis je me suis fait descendre par la critique. C'était effectivement, mais je pense que on essaie toujours de se défendre, là, mais je pense que les gens n'ont pas très bien compris le but de l'opération. C'était de l'humour quand même, mais c'était de l'humour noir. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'aviez pas pris les moyens de leur faire comprendre. C'est ça, exactement. Écoutez, j'avais 7 personnages que je suivais, et puis ils avaient tous un destin tragique, ils les faisaient tous mourir. Alors, dans des conditions absolument ridicules. On m'a parlé de règlement de compte, parce qu'il y en a qui ont reconnu certaines des personnes. En fait, c'était pas du tout un règlement de compte. Alors, pour exorciser tout ça, j'ai écrit un conte pour enfants. Et des patins d'André, ça s'est bien passé. Finalement, Virage dangereux, c'était une commande de l'instant K, parce qu'il me disait, écoute, tu as vécu tant d'années au hockey, il faudrait que tu écrives quelque chose là-dessus, mais ça ne tentait vraiment pas, parce que je ne voulais pas faire la recherche qui m'aurait pris un temps absolument infini. Alors, j'en ai fait un roman à clé, c'est-à-dire que j'ai changé les noms des personnages, mais je me suis organisé pour qu'on puisse les reconnaître. Oui. Alors, ça a bien marché. Puis le dernier, vous avez dit, le deuxième tour de mon autobiographie, c'est un peu ça, mais disons que c'est une annexe au premier. Oui. Ça se passe en Bavière, d'ailleurs. Oui. Toute votre vie, on vous a dit que vous étiez beau. Les femmes vous ont trouvé beau. C'est-à-dire que ça... voilà. Bon, il y a Lise Payette, oui. Qui avec... Mais on n'avait pas besoin de Lise Payette pour vous le dire, mais c'est vrai que vous avez gagné aussi ce prix. Oui. Mais c'est vrai que vous avez... À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous plaisiez aux femmes? Que les femmes vous trouvaient beau? Enfin, dès le début, j'imagine, dès que vous étiez très jeune, non? Il y a ma mère qui me trouvait beau. Oui, mais ça, c'est normal. Toutes les mères trouvent tous leurs fils beaux. Mes tantes. Oui, mes tantes.
qui me le disait. Et après ça, ben, écoutez, moi, je ne me suis pas jamais trouvé particulièrement beau. D'ailleurs, je serais bien malvenu de vous dire que je me trouve beau. Mais bon, Vous avez constaté. il y a certaines personnes qui me l'ont dit. À quel âge avez-vous constaté ça? Avez-vous accepté... Enfin, Ben, écoutez, c'est peut-être à l'âge de 5-6 ans, parce que c'est ma mère qui me le disait, puis mes tantes qui me disaient, il est beau ce garçon-là. oui. Et puis, il me disait, t'es un beau garçon. Ben oui, écoutez, c'est vraiment une question qui m'embête. Ça m'a embêté d'autant plus que quand Lise Payette m'a choisi comme homme-objet en 1967, ça a été une année assez difficile pour moi. Ah bon? Ben, pour une bonne raison, c'est que, bon, il y a des gens qui prenaient ça au sérieux, il y a des femmes qui prenaient ça au sérieux, il y a des femmes qui votaient pour vrai. Oui. Mais moi, je ne prenais pas ça au sérieux parce que finalement, c'était arrangé avec le gars des vues, toute cette histoire-là, à mon avis. Alors moi, j'étais un peu sur la clôture parce que je ne voulais pas me rendre ridicule en marchant là-dedans au maximum, mais il fallait quand même que je ménage la susceptibilité des femmes qui avaient pris ça au sérieux. Oui. Oui. Si on vous dit que vous êtes sans âge, je suppose que vous acceptez le compliment. Ça, oui, celui-là, je l'accepte avec plaisir, oui. J'ai un âge, j'ai même un âge certain, mais sauf que je pense que le fait que je continue à faire le métier, il y a quelqu'un qui me disait un jour, quand on fait ce métier-là, les gens ne te voient pas vieillir. Et c'est assez juste, parce qu'à force de te voir, bon, écoutez, ça va faire 50 ans là, que je fais ce métier-là, cette année. Alors donc, mais t'as toujours une certaine visibilité et tout ça, donc les gens ne te voient pas nécessairement vieillir, t'es toujours là. Toi, ça, je m'en étais rendu compte parce qu'il y avait une émission à l'époque, Avis de recherche, qu'animait Gaston Lereux, où, après 35 ans, on me ramenait mes anciens collègues avec qui j'avais terminé mes études à Québec. Eux, forcément, me reconnaissaient, c'est sûr. Mais moi, malheureusement, je ne pouvais pas reconnaître tout le monde parce que moi, je ne les avais pas vus vieillir. Eux, ils m'ont vu vieillir. Alors, être sans âge, non. Écoutez, si je compare les photos d'une certaine époque à celle d'aujourd'hui, j'ai vieilli, oui. Richard Garneau, c'est au public d'en juger. Merci beaucoup de cet entretien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous et revenez-nous la semaine prochaine. TV5. Jeudi, sur TV5. Jeudi. Vous n'avez pas besoin de tout cet espace. Vous pourriez le vendre, non? Et si on me demande un jour, mais quel âge il a votre petit garçon, hein, je réponds quoi? Mon fils a 70 ans. Ils veulent un enfant. Mais adopteront-ils Philippe Noiret à la place? Ah, vous pouvez rouvrir les rideaux. J'arrive pas à mourir. Mon fils a 70 ans. Première partie jeudi, 19h30.